Rares sont les contrées qui peuvent paraître aussi vierges que le delta du Yukon, au sud-ouest de l'Alaska. C'est un écheveau de lignes d'eau partant du fleuve Yukon qui, comme autant de lignes de vie, irrigue le paysage. Seulement 25 000 personnes vivent sur ce territoire âpre, dont la superficie est comparable à celle de la Grèce. La plupart des habitants sont des Yupik, un peuple autochtone apparenté aux Inuits. Leur nom signifie la personne, la vraie. Les Yupik concentrent leurs activités de subsistance à base de chasse et de pêche sur les berges du fleuve Yukon. L'Alaska se situe tout au nord du continent américain, entre le Canada et la mer de Bering, faisant face à la Russie. Notre voyage commence à l'entrée du delta, dans les environs du village Russian Mission. La barque métallique qui file sur le fleuve Yukon est pilotée par Daniel Askok, un chasseur Yupik. Depuis le fleuve, les chasseurs repèrent leur proie, les élans appelés aussi orignaux en Amérique du Nord. Le Yukon, avec tous ses embranchements, permet de les approcher. C'est aussi la seule voie de communication. We are so remote that we don't have access. Nous n'avons pas accès à des routes comme dans les villes. Le fleuve et les rivières sont notre moyen de parvenir jusqu'à ces endroits reculés. Dans ce territoire isolé, la nature offre le plus certain des garde-manger. Ici, la saison de la chasse débute en août. Les jeunes élans nés au printemps arrivent alors à maturité et les femelles sont moins protectrices. Atteignant parfois 3 mètres de long, l'élan est le plus grand des cervidés. Il se nourrit essentiellement de buissons, d'herbes et de plantes aquatiques qu'il peut brouter, la tête entièrement immergée sous l'eau. Des prédateurs survolent le fleuve, précédant le bateau de Daniel. Ce sont des pigargues à tête blanche, qu'on surnomme aussi les aigles pêcheurs. Ces rapaces majestueux sont l'emblème des États-Unis d'Amérique. C'est une expérience merveilleuse d'être ici. Il n'y a pas de contrainte de temps comme en ville. Ici, c'est plus relax. Nous passons une grande partie de notre été, qui est court en Alaska, à ramasser du bois. C'est notre source de chaleur. Nous chassons et nous pêchons aussi pour l'hiver. Aujourd'hui, Daniel est en repérage. Il préfère attendre que les bêtes s'engraissent davantage avant de commencer la chasse, car chaque famille Yupik n'a le droit de tuer que 2 élans par an. Mike, regarde, une prairie juste là.
Any area that we go to, Nous devons être très vigilants dans cette zone. enter that area, we always have to be cautious of our Il surroundings. peut y avoir des ours, There des loups may be et d'autres prédateurs dans les parages. predators in the area. We call moose various ways. Nous avons We plusieurs façons d'appeler make les élans. sounds, we grunt like Nous faisons des sons, des grognements. break the trees, we hit Nous the raclons les trees, arbres et tapons dessus comme ils le font, just as they would do. pour qu'ils pensent qu'il y a d'autres élans sur leur We are territoire. moose. In their area, their territory. Des élans. L'élan, animal solitaire et indépendant, contribue fortement par ses habitudes alimentaires à entretenir les milieux humides et donc l'écosystème du delta. Dans le même temps, ces cervidés ont un potentiel reproducteur élevé et peuvent rapidement devenir trop nombreux s'ils ne sont pas limités par la prédation et la chasse. The moose is very important to Les élans sont fondamentaux subsistence pour notre living survie. because it yields Ils nous up fournissent to jusqu'à 500 kilos de 1,000 viande. pounds of, meat, and Ça peut it nourrir une lasts famille toute une a année. family up to a year. Un autre animal entretient les abords des rivières. C'est le castor. Ce rongeur semi-aquatique passe son temps à construire de petits barrages, tout en se nourrissant de l'écorce des arbres qu'il coupe. Ces petites retenues d'eau rendent possible une grande biodiversité et favorisent la pousse des herbes préférées des élans. Sur les berges s'échouent quantité d'arbres morts que ce fleuve puissant a charriés. Ce delta où se sont installés les Yupik a été, selon certains paléontologues, la principale route de migration des premiers habitants d'Amérique du Nord. C'était il y a 50 000 ans. Le premier village implanté au début du delta se trouve près du terrain de chasse de Daniel Ascock. Russian Mission est une communauté de quelques 300 habitants, blottie entre les collines. En été, les quelques rues qui serpentent entre les baraques de bois sont balayées par la poussière des quads et leurs allers-retours permanents entre rivières et villages. Ici, le climat est sujet à de gros écarts saisonniers et les 30 degrés des jours d'été céderont bien vite la place à un hiver rude, avec des températures pouvant frôler les moins 50 degrés. C'est le moment d'engranger les provisions pour l'hiver. Dans le village, des chasseurs ont abattu une première bête. En Alaska, 6 à 8 000 spécimens d'élan sont tués chaque année. Pour les Yupik, l'été sert à préparer l'hiver. Et Daniel en profite lui aussi pour entretenir sa motoneige. À Russian Mission, émerge du passé une chapelle en bois qui n'attend plus que de s'effondrer. Les offices religieux se tiennent dans un autre bâtiment.
Au milieu du 19e siècle, le village était un important comptoir de commerce de fourrure tenu par les Russes, bien avant que l'Alaska ne devienne le 51e État américain. La religion orthodoxe est encore bien présente dans ce village. On en retrouve des traces jusque sur les croix du cimetière qui dominent le Yukon. Après Russian Mission, en descendant le fleuve, on trouve peu de traces d'habitat humain. Il n'y a que ce hameau abandonné à la suite d'une épidémie de tuberculose. Les 2/3 des habitants ont été décimés en quelques semaines. Les survivants ont tout laissé sur place pour rejoindre une autre communauté villageoise. Le large lit du Yukon facilite également le passage des poissons. Chaque printemps, dans le delta, des millions de saumons arrivent depuis les profondeurs de la mer de Bering pour se reproduire dans les rivières et les lacs froids où ils sont nés. Cette course folle du saumon sauvage s'étend sur 2000 km. Les saumons sont parfois attendus au passage par toutes sortes de prédateurs. Ours et loups profitent des faibles niveaux d'eau de certains bras du delta pour se servir. En progressant dans le delta, nous atteignons la base scientifique de Pilot Station, à la jonction entre le fleuve Yukon et la rivière Andreevsky, une boucle essentielle pour l'observation des poissons. C'est à cet endroit que la rivière est la plus large. Pour assurer la bonne croissance du saumon, des réglementations strictes de pêche ont été établies par le département de la pêche et de la chasse. Des scientifiques s'installent tout l'été à Pilot Station pour étudier et comptabiliser le passage des saumons. Lindsay Dries est une des biologistes de la station. Elle vient de terminer ses études à l'université de Fairbanks, en Alaska. Tous les jours, elle vérifie le fonctionnement des sonars immergés dans le Yukon. So the purpose of Pilot Station sonar is to get passage. Les sonars de Pilot Station donnent des estimations du nombre de saumons et autres espèces de poissons qui passent par ce tronçon du fleuve en le remontant, parfois jusqu'au Canada. Some of them go to Canada, and those passage estimates are used by managers. Ces estimations permettent de réglementer l'ouverture de la pêche commerciale et de subsistance pour les habitants de Pilot Station et des autres communautés du fleuve. Both Pilot Station and other communities on the river. So split beam sonar is Nous sort of utilisons like, un sonar à double faisceau. down-looking sonar on a ship. Il envoie un We ping, take that un and son en shoot it fait, across the water qui va se column. propager dans l'eau. It sends out a ping of sound that runs into the water column, hits Suivant the fish, l'emplacement du comes poisson, back to the receiver, le son va l'atteindre et va être renvoyé vers le récepteur. And based on where the fish are in the water column and where the sound hits them, we get a return. And so that translates Sur on l'écran, screen ce as mouvement a apparaît sous la squiggle, forme d'un essentially. gribouillis. It's a, red to blue Ce gribouillis squiggle. peut varier du And rouge we au bleu consider those et nous to be considérons que called ces traces cibles or sont des poissons. targets. We generally consider those to be fish. Une fois les chiffres analysés,
les scientifiques, en accord avec le département d'État, peuvent annoncer les horaires d'ouverture de la pêche. Il s'agit de réguler celle-ci pour ne pas affaiblir ou amoindrir une espèce. La pêche commerciale sera ouverte entre 15 et 21 heures mercredi 23 août pour le district 2. Les centres d'achat Sainte Mary et Mountain Village seront opérationnels dans ce même créneau. La vente du saumon royal est interdite. De ce que j'ai pu observer en tant qu'étrangère à la région du Yukon, c'est que la vie peut être rude, surtout quand les passages de poissons ne sont pas suffisants. Les Yupik se débrouillent pour avoir suffisamment de poissons pour se nourrir l'hiver. Certaines traditions ont été gardées au fil du temps. Vous pouvez toujours trouver des poissons sur leurs séchoirs ou dans les fumoirs. Des soirées de danse inuit continuent d'être organisées. C'est cool de voir cette culture se perpétuer en dépit des avancées technologiques constantes. Sitôt l'annonce de l'ouverture de la pêche reçue, les pêcheurs de St. Mary's, comme Norbert Beans, se précipitent vers les gisements de poissons. Je pêche dans le delta du Yukon depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 62. J'ai commencé très jeune avec mon père. Beaucoup de pères et de grands-parents essaient de transmettre ça à leurs fils. Les femmes sont parfois de meilleurs pêcheurs que les hommes. Nous, les Inuits, on est fiers de nos femmes. Beaucoup de pêcheurs ont aujourd'hui un matériel bien plus perfectionné que celui que nous avions quand j'étais jeune. Maintenant, tout est très technique. Ils ont ces échosondeurs qui leur permettent de connaître la profondeur de l'eau et de détecter des poissons. Il y a environ 15 pêcheurs le long des bancs de sable et de la plage. Parfois ils sont près de la plage, parfois en eau profonde. La pêche du saumon royal a été bonne cette année. Je pense que cette communauté a récolté suffisamment de saumons royaux pour pouvoir en vivre l'hiver. Ça assurera leur subsistance. Grâce à cette économie, ils pourront acheter de l'essence pour la chasse aux élans, de l'huile de chauffage et de la nourriture. Ils seront prêts à affronter l'hiver. Il est difficile de voir dans ce paysage ouvert la rudesse de l'hiver dans le delta. Tout est alors figé par la neige et la glace. Les habitants ont intérêt à profiter au mieux de cet été. À l'heure fixée, les pêcheurs commerciaux se rassemblent au port de St. Mary's pour faire peser leur récolte de poissons. Si le saumon d'Alaska est autant apprécié avec sa chair tendre et grasse, c'est parce qu'il emprunte un chemin de migration plus long que n'importe quel autre saumon au monde. Des anthropologues ont apporté la preuve que les populations autochtones d'Amérique du Nord profitaient déjà des migrations du poisson pour le pêcher et le consommer il y a plus de 11 000 ans.
Le delta du Yukon est aujourd'hui délimité en plusieurs zones de pêche. Les pêcheurs d'une communauté ne sont pas autorisés à aller pêcher dans une zone qui n'est pas la leur. Quand la pêche commerciale est close, les Yupik peuvent s'adonner à la pêche de subsistance pour se nourrir l'hiver. Pour cela, ils aménagent dès l'été des camps de pêche comme Sylvia Nerby avec sa famille. Nous rapportons tous nos saumons au camp de pêche. Être près de la rivière nous permet de laver plus facilement le poisson avant de le suspendre au séchoir. Ça prend environ 2 ou 3 jours selon le vent, jusqu'à ce qu'il sèche. Puis nous l'emportons dans le fumoir. Il faut à peu près 3 semaines pour que les poissons soient fumés, et après ça, nous les récupérons. Nous devons bien les surveiller et s'assurer que les mouches ne leur volent pas autour et ne les abîment pas. Qu'est-ce que tu fais? Je les suspends pour en faire du poisson séché ou fumé. Pourquoi? Il faut les sécher avant de les emporter au fumoir. Arrête, Ruben. C'est beaucoup de travail de pêcher le poisson, de le laver, le découper, le suspendre, le retirer du séchoir pour l'emporter au fumoir, puis du fumoir à la chambre froide. C'est seulement après tout ça qu'on peut s'arrêter. Quand j'étais jeune, nous avions un camp de pêche qui se trouvait à environ 10 km en aval du Yukon, avec un petit chalet, un séchoir et un fumoir. C'était comme une petite communauté. Nous étions 5 familles et tous liés. Mes enfants n'ont pas connu ça car nous avons dû déménager et nous installer ici à cause du prix de l'essence. Travailler et gérer le poisson d'ici est plus rentable. Et nous avons besoin d'économiser de l'argent pour l'hiver, pour nos motoneiges et nos quads, pour assurer les autres besoins de subsistance en hiver. Il est l'heure pour toute la famille de repartir à la pêche au saumon, l'or rose du delta. Lentement, le fleuve nous conduit vers la mer de Bering. Un peu avant Enomak, le Yukon se divise en 2 bras. Ici, les seules ressources vivrières sont dans les eaux du fleuve. Dans cette partie du delta, des chasses aux phoques sont organisées parfois. Elles sont encore autorisées pour la communauté Yupik. À l'embouchure du fleuve, le phoque était le seul animal qui permettait jadis de se ravitailler. Dans l'idée de perpétuer cette chasse ancestrale, le harponnage est également confié à de jeunes adolescents. Ce jour-là, le phoque aura été plus agile que ses chasseurs. Il faut dire que les Yupik s'acharnent moins qu'autrefois. La chasse est plus un jeu qu'un enjeu vital. Jusqu'à il y a une 50aine d'années, le phoque représentait pour les Yupik
la plus grande réserve de graisse, une valeur sûre pour produire de la chaleur en hiver. Tout près de là, à Emonac, barges et remorqueurs viennent approvisionner et délester la pêcherie Kwikpak. Dans la langue yupik, Kwikpak signifie « la rivière foisonnante ». On comprend mieux cette appellation quand on pénètre dans le bateau-usine. Cette usine de transformation du poisson joue un rôle essentiel dans cette région du bout du monde. Ici, les emplois sont rares et saisonniers. La pêcherie est dirigée depuis 30 ans par Ragnar Ahlström. Les poissons viennent de la mer de Bering. Leurs écailles sont d'un bleu scintillant comme l'océan. Mais ce n'est pas le moment de les capturer. C'est quand ils remontent le Yukon pour frayer qu'ils changent de couleur et deviennent rouges. C'est à ce moment-là qu'ils sont les plus savoureux. La pêche commerciale a commencé il y a une centaine d'années. Nous avons des débouchés aux Pays-Bas, mais une grande partie de nos saumons est destinée à l'Angleterre et au Japon. Et il y a aussi le marché national. Le fleuve a toujours nourri les gens de la région. C'est pour ça qu'ils s'installent par ici, pour le poisson qu'offre le fleuve et les subsistances qu'offrent les marécages. Emonac s'apparente à une ville de chercheurs d'or, sauvage et éphémère. Sitôt la ruée vers les saumons terminée, elle redevient une ville fantôme prise au milieu des glaces. Le démantèlement de cette usine saisonnière doit être effectué par des capitaines de remorqueurs aguerris, comme Nick Nichols. La saison du saumon est presque terminée. Tout doit être rangé pour l'hiver. C'est un travail considérable. Ça prend à chaque fois 6 semaines pour tout monter et démonter. C'est pour ça que nous venons en renfort. Nous allons déplacer une partie de l'équipement vers une autre ville, comme Kotlik ou Alakanuk par là-bas. Travailler sur le Yukon est une expérience formidable. J'ai déjà navigué sur des fleuves, surtout en Louisiane. Mais le Yukon est vraiment très grand et se transforme quotidiennement. Il faut qu'on fasse très attention à ne pas heurter des bancs de sable. Ça nous arrive tout le temps. Tout ce déménagement doit être achevé avant les premiers flocons de septembre, avant que le paysage ne se fige dans un long hiver. Dans cette nature si puissante et a priori immuable, les hommes ne peuvent bâtir que des choses précaires. Des collégiens viennent s'aventurer dans la toundra.
Les marécages du delta du Yukon sont peu exploités par les hommes qui en connaissent les dangers. Et pourtant, ce paysage de toundra qui se pare suivant les saisons de nuances de vert, orange ou marron, regorge de ressources et de vertus. Liliane et Marcia Beans, 2 institutrices, organisent régulièrement une sortie nature avec les enfants du village pour leur transmettre les connaissances des anciens. Ces lichens, mousses, herbes, graminées et arbrisseaux ont des propriétés que les Yupik connaissent bien. Les enfants, venez voir! Nous avons trouvé des plantes médicinales. Vous voyez ce que Marcia est en train de cueillir? Du thé de la toundra. Il faut en boire juste un tout petit peu. C'est un bon remède. Et vous pouvez en brûler pour protéger votre maison. Un bon remède. Barner, imagine, tu marches dans la toundra et tu n'as pas d'eau potable. Ici, tu as simplement à poser ta main par terre et à appuyer et tu as de l'eau potable. Appuie profondément. Et voilà ton eau. Ces arbres sont aromatiques et médicinaux. Prenez les branches d'un jeune arbre, faites-les bouillir et buvez. Si vous êtes très enrhumé et que vos poumons sont très encombrés, elles vous aident à aller mieux. Mais vous ne devez pas en boire trop. Juste un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si t'en bois trop? Si tu en bois trop, ça va boucher tes vaisseaux sanguins. Donc vous ne devez vraiment pas en boire beaucoup. Vous en trouverez plus dans le marécage que le long du fleuve. Pour les Yupik, le marécage est un territoire qu'ils doivent apprendre à domestiquer dès l'enfance. Cette transmission de savoir n'est plus aussi évidente, car les jeunes commencent eux aussi à perdre le contact avec la nature. C'est pourquoi Kira, 13 ans, doit sortir aujourd'hui en bateau avec son père, Daniel Askok, le chasseur de Russian Mission. J'enseigne à mes enfants les bases essentielles pour vivre ici. Je leur apprends à chasser et à pêcher. Je les initie à la nature qui nous environne et leur donne les clés pour survivre ici. S'il y a un problème, on ne peut pas appeler les secours. Nous devons être capables de le résoudre nous-mêmes. Ici, en Alaska, c'est le temps qui nous dit ce qu'on peut faire. Certains jours d'hiver, il pleut énormément et le fleuve devient trop rude. Ces jours-là, il vaut mieux rester chez soi. Là-bas, garde tes yeux bien ouverts. On pourrait apercevoir des oies. Daniel ne souhaite pas que sa fille chasse, mais plutôt qu'elle apprenne à s'orienter dans la nature, à scruter le ciel et à comprendre le comportement des oiseaux.
Elles vont venir d'où? Regarde par là, à un bon kilomètre plus au sud. Elles pourraient arriver avec le vent. Nous sommes face au vent, donc il ne faut pas bouger pour ne pas nous faire repérer. J'essaie encore une fois. Les oies reviennent chaque année et se nourrissent très bien avant de migrer. C'est là qu'on les capture. Dès qu'elles commencent à se regrouper, c'est le signe qu'elles se préparent à partir. Cygnes siffleurs, oies ou éders à lunettes, les oiseaux utilisent tous le même passage depuis l'ère glaciaire. Le delta du Yukon est un corridor pour la vie aviaire de tout le continent américain. Ce territoire plat, sans obstacles insurmontables, est un passage facile. Aujourd'hui, c'est difficile de prévoir le moment où le gibier d'eau va migrer, car certaines années, il fait froid très tôt, alors que d'autres années, il fait chaud plus longtemps. Avec le changement du climat, c'est vraiment difficile de savoir quand ils seront là et pour combien de temps. Daniel se souvient des escouades d'oiseaux qu'il voyait passer enfant dans le ciel au-dessus du delta. À présent, les oies se font plus rares. Le changement climatique affecte les oiseaux migrateurs qui pourraient perdre leur habitat estival. Il ferait également disparaître de vastes zones de reproduction en Arctique. Les migrateurs au long cours, ceux qui ne font pas étape dans le delta, sont encore plus vulnérables aux perturbations causées par le réchauffement climatique. Avec le changement climatique, la nature s'est tellement transformée. C'est vrai, il fait plus chaud. Quand nous étions jeunes, nous venions dans la toundra et tout était plus plat. Maintenant, il y a plus d'arbres. Et ils sont plus épais. Quand nous étions enfants, il faisait bien plus froid et il neigeait beaucoup. Il y avait beaucoup de neige, beaucoup à pelleter et nous devions déneiger les toits. Les marécages étaient plus sûrs pour se déplacer, car la neige était plus épaisse. Avec le réchauffement, c'est plus dangereux pour circuler. Et au printemps et à l'été, il y a davantage d'herbes. Elles sont plus hautes et plus épaisses. Plus denses. Pas comme quand nous étions plus jeunes. C'est différent. Des modes de vie, des paysages sont peut-être en train de se modifier à vive allure. Pour remercier le ciel et la nature de leurs bienfaits, les Yupik retrouvent costumes et danses traditionnelles. Ils adorent mettre en scène un passé qui est en train de se dissoudre dans la modernité. Originellement, le potlatch, l'échange de dons, entretient un lien protecteur entre les dieux et les habitants du delta.
Dans l'entrelac que constitue le delta, apparaît bientôt Kotlik, le village le plus proche de la mer de Bering. Vu du ciel, Kotlik n'est qu'un agencement de routes en bois. Le village a été construit dans les années 60 pour recueillir la population d'autres communautés qui étaient en train de disparaître sous la montée des eaux. Par précaution, on a construit ici des maisons sur pilotis et des routes surélevées. Une équipe d'hydrologues a pour mission de surveiller l'érosion du trait de côte et de prévenir des risques de submersion. Ryan Toohey vient prendre ici des mesures du permafrost, ce sol toujours gelé. Avec la montée des températures, le permafrost peut dégeler partiellement et créer de graves problèmes pour la végétation et les populations locales. À Kotlik, il y a des rochers partout, parce que nous sommes dans une zone très basse, à peine quelques mètres au-dessus du niveau de l'eau. La nappe phréatique est très peu profonde ici, et elle peut se déplacer l'été parce que chaque année, cette zone gèle et dégèle. Ces maisons sont construites sur ce permafrost. Si vous commencez à constater une inclinaison dans votre maison ou sur les rochers, cela peut compliquer les choses et notamment endommager les tuyaux de canalisation. La glace de l'océan Arctique est en train de disparaître. Et la glace de la côte n'est plus aussi épaisse qu'avant, si bien qu'elle protège moins le courant contre les vagues. Les vagues viennent de plus loin et pénètrent plus à l'intérieur. Donc, elles viennent inonder cette zone. Ici, nous sommes dans une espèce de dépression. C'est pour cela qu'il y a ces rochers lisses. La zone est très sensible à la multiplication des tempêtes arctiques. Elles ont principalement lieu à cause du niveau de la glace qui est devenu trop bas au cours des dernières années. Le delta du Yukon est aux premières loges du réchauffement de la planète. À la fin de l'été, les femmes de Kotlik effectuent la récolte traditionnelle des baies sauvages, les canneberges. Ces baies qui poussent dans la toundra sont un nutriment essentiel pour la communauté. Elles sont le seul fruit qui puisse se développer sous ces latitudes. Elles ont beaucoup de vertus. Les canneberges nous sont très utiles. On les utilise quand on a un mauvais rhume. Pour les bébés qui ont des maux de bouche, on peut écraser des baies, puis les leur appliquer dans la bouche, et ils guérissent. Depuis quelques années, des parasites apparaissent. Ils modifient l'aspect de la seule douceur sucrée qui permet d'affronter l'hiver.
Cette année, comme les précédentes, nous avons eu plus de framboises et de myrtilles. Mais elles sont très petites comparées à ce qu'elles étaient il y a 30 ou 40 ans. Nous avons eu un printemps très froid et plus long, ce qui n'a pas permis au permafrost de dégeler. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait avec les baies. Elles sont étonnamment petites, mais pourquoi? Je sais que nous traversons des changements climatiques. La météo joue probablement un rôle. Les baies sont très importantes pour nous, car nous vivons de ces récoltes. C'est notre nourriture. Acheter des fruits, c'est trop cher. Ces baies sont vraiment très importantes pour nous. Ce qui relève d'une simple constatation pour ces femmes est peut-être un signal de détresse climatique pour la planète. Des pêcheurs ont même vu pour la première fois un iceberg s'approcher du village. Ryan Toey vient régulièrement analyser la composition chimique de l'eau près de l'embouchure. La température de l'eau est d'environ 14 degrés. Nous avons un bon indicateur d'oxygène dissous. Cela montre la proportion d'oxygène dont les poissons disposent dans l'eau. Avec le changement climatique et la décongélation du permafrost, le Yukon a accumulé des niveaux différents de température, de calcium et de magnésium. Les modifications de la chimie des océans, et notamment l'océan Arctique, pourraient entraîner des changements des courants et des conditions météorologiques du monde entier. Les premiers animaux concernés seraient les belugas, qui mettent bas au début du delta. Préférant les eaux froides, ces grands cétacés blancs sont donc sensibles au réchauffement des eaux superficielles. Le fleuve du Yukon est un des 6 grands fleuves arctiques, comme la Lena et l'Ob en Russie, ou le fleuve Mackenzie au Canada. Tous jouent un rôle de tampon dans l'océan. Ils viennent se jeter dans l'océan Arctique et avec le mélange des températures, ils influencent les courants qui régulent le climat de notre planète. C'est principalement la banquise qui dirige tous ces courants. Dans le delta du Yukon, les scientifiques comme les Yupik sont les sentinelles d'un monde qui est en train de changer plus vite qu'on aurait pu l'imaginer.